Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour la Shadow March, une série dans laquelle je vous fais des rapports juste après la partie de la dernière partie de jeu de rôle que je viens de jouer. Tout ça est lié, les épisodes se suivent, vous pouvez aller voir les précédents. Et c'est une longue campagne médiévale fantastique motorisée par le système Shadow Dark RPG qui a été kickstarté en début d'année, qui va bientôt arriver en physique. Pour l'instant, j'utilise les PDF et un jeu que je surkiffe et une campagne que je surkiffe. Je vais vous partager ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant qu'on commence, j'aimerais remercier vraiment les gens qui laissent des petits commentaires sur ces vidéos. Ces vidéos sont des formats assez particuliers, qui sont pas hyper bien, qui sont pas faciles à pousser sur YouTube honnêtement. Et j'ai vu la dernière fois, dans le dernier épisode, pas mal de commentaires où c'était juste écrit petits commentaires, gros commentaires, des commentaires qui certes ne veulent rien dire à part signifier un soutien, et en vrai ça fait extrêmement plaisir. Donc si vous y pensez au début de la vidéo, avant que ça n'avance, vous pouvez le faire tout de suite. Si vous suivez les épisodes et que vous connaissez déjà et que c'est un truc que vous suivez assidûment, bah ça aide beaucoup. Et surtout, bah moi en fait ça m'envoie simplement le signal que ça plaît quoi. Et c'est toujours encourageant parce que c'est deux heures avec le montage et tout qui viennent s'ajouter à chacune de ces parties de jeu de rôle que je joue et qu'ensuite je vous relate. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais préparé pour cette séance. Alors, il y a beaucoup plus que ça. Si les joueurs sont là, ne regardez pas. Je scrolle vite. J'avais prévu plusieurs lieux, etc. où je pensais que mes joueurs allaient probablement aller. C'est même ce qui s'était un peu dit sur Discord. Et ces villes mécréants m'ont trahi. Et donc ce qui est assez intéressant dans cette partie, la spécificité de cette partie, c'est que au-delà de me surprendre par la manière dont ils traitent la situation, parce que dans chaque partie de jeu de rôle, je peux être surpris par ce que font les joueurs, des fois je le suis plus ou moins et tout. Dans cette campagne, je le suis pas mal, mais la plupart du temps, je sais où ils vont aller pour la prochaine fois et je peux un peu plus préparer l'endroit où ils vont aller la prochaine fois. Là, ils m'ont trahi. Ils y sont pas allés. Et c'est pas un reproche, honnêtement. C'est pas trop grave, c'est juste que c'est pas du tout le même challenge au moment de la partie, du coup. C'est beaucoup plus émergent. L'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai une intrigue, des factions en tête, déjà des secrets que je sais qui doivent être révélés à un moment donné de la campagne, je peux les amener de manière différente avec l'émergence, avec l'improvisation. Donc je suis pas complètement désarmé. Néanmoins, voilà, j'ai été surpris. Donc ce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient faire, on va passer sur Olby Rodeo, comme ça vous voyez le support sur lequel on fait la campagne. Ici c'est notre board, c'est notre tableau plus voyage et tout. Donc la dernière fois, il y avait une grosse attaque de dragon à Tarasco qui avait été complètement brûlée. Et la partie commençait avec l'aftermath. Je sais pas comment on traduit ça, l'après-bataille quoi, dans la ville brûlée avec plein de PNJ qui retrouvent leur ville détruite. La majorité des gens sont morts ou blessés et je leur ai demandé bah maintenant que Tarasco est brûlé, où est-ce que vous voulez aller? Et a priori, alors je sais même plus, il m'avait dit on va soit aller à la Motte Noire, soit au Temple, deux endroits qu'ils connaissent pas trop en vérité. Il m'avait dit on va faire soit l'un soit l'autre sur Discord en amont. Donc ça c'est une pratique que j'essaie de mettre en place la plupart du temps, de quand même avoir une petite idée de leur plan à court terme et même à long terme, même s'ils peuvent être changeants parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la campagne, donc ils reconsidèrent souvent leur plan. Mais j'essaye, voilà, qui m'aide à avoir un coup d'avance pour préparer de manière un peu plus qualitative, je dirais, la prochaine étape. Là, pour le coup, ils ont pas fait ce qu'ils ont prévu. Et en fait, je leur en veux pas. Parce que s'ils ont pas fait ce qu'ils avaient prévu, c'est aussi que ils ont pu plus discuter et qu'ils ont eu des nouvelles informations, des nouveaux enjeux, une nouvelle compréhension qui les a amenés à faire autre chose. Donc j'ai dû improviser parce qu'ils ont pas décidé de partir ni vers l'ouest ni vers le sud. Donc ce qui s'est passé en fait, je vais nous mettre sur la ville de Tarasco. Il faut imaginer qu'ici tout est brûlé, hein, d'accord ? Il y a plus la ville. Là c'était ici tous les PNJ importants qui ont survécu au carnage, et là c'est nos PJ. Je leur décris qu'ils sortent de leur cachette, ils s'étaient cachés tous dans des parties plus ou moins souterraines de la ville pour éviter la fureur du dragon. Ils sortent de là et découvrent la ville. Donc d'abord, dans un premier temps, il y a voilà, juste des scènes de roleplay où on aide quelqu'un qui est coincé sous une poutre, où on essaye de se retrouver... de retrouver ceux qu'on connaît, etc. Je vous en passe les détails. Qu'est-ce qui s'est passé d'important en termes d'informations récupérées et de prise de décision? Alors, la première chose qu'un PJ a fait, c'est Baudu. Hein. Il allait récupérer un des carreaux, je sais pas si on parle de carreaux pour une baliste, mais il est parti récupérer une des munitions de baliste qu'il a mis sur son dos et il a dit « Je la planterai dans ce dragon quand je le reverrai ».
Ça, c'était assez rigolo, c'était assez iconique comme scène. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toute la population s'est retrouvée autour de Lyre. Donc Lyre, c'est la chef des chevaliers du franc pays. Toute la population s'amasse autour d'elle pour savoir c'est quoi la suite en fait. Tout le monde est déboussolé. Et Lyre elle-même est déboussolée. Et donc ce qu'elle dit, c'est que elle, son idée, c'est de partir et de retourner dans la forêt des fées maléfiques que les PJ avaient déjà vu par le passé, où ils avaient vu qu'en fait les chevaliers du franc pays se cachaient. Et pour pouvoir rester dans cette forêt maléfique, en fait, ils étaient obligés d'offrir des sacrifices aux fées pour avoir l'autorisation de rester. Donc c'est pas une idée qui enchante les PJ, et d'ailleurs les PJ commencent à dire ah oui, vous voulez reprendre les sacrifices. Et donc cette histoire de sacrifice, tout le monde n'est pas au courant, là sur place, il n'y a pas que des chevaliers du franc pays, il y a aussi des habitants juste de la ville, etc. Donc déjà, il faut un peu tourner la rumeur de ces sacrifices, pour permettre de remettre un peu les choses en perspective. Et finalement, en fait, les PJ, à force d'argumentation, etc., ils vont tous participer un petit peu à ça, ils vont réussir à convaincre Lyre de plutôt se rendre à Calgo. Donc Calgo, c'est une ville au nord-ouest, tout au nord-ouest de la carte. Donc de passer par la Motte Noire, d'aller à Calgo, qui est donc une ville qui est à une dizaine de jours de marche, pour que la population en fait puisse se retrouver en terrain civilisé, sans retourner dans la forêt des fées, même si pragmatiquement, la forêt des fées, c'est une meilleure cachette. Ça évitera de devoir sacrifier des gens pour que les fées acceptent qu'on reste dans leur forêt. Puis aussi, voilà, les gens de Tarasco, ils ont de la famille à Calgo, etc. Donc, pour essayer que les gens récupèrent un peu émotionnellement, qu'ils donnent des nouvelles, etc. Et ne serait-ce que pour avertir les autres habitants de la région, de la ville la plus proche, qu'il y a un dragon, ils pensent que c'est la direction à prendre. Donc, ils arrivent à convaincre Lyre de tout ça. Et Lyre ravale un peu sa fierté de chef dont on n'a pas suivi la décision initiale, et c'est sur ça qu'ils vont se mettre d'accord. Il y a d'autres petites interactions. Il y a Lorga qui va aller parler à Raji. Donc Raji, c'est la sorcière. Je vous laisse aller voir les épisodes précédents pour recontextualiser un peu plus Raji. Et lui pose une question sur l'azimut. Donc l'azimut, c'est plus ou moins un artefact que recherche Lorga. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Lorga, son passé d'Hobgoblin, c'est que il était sur les routes, sa famille a été chassée par Sharka, une sorte de nationaliste Hobgoblin qui essaye qui massacre les gens, qui en fait des otages et qui essaye de faire une nation Hobgoblin et qui roule sur les traditions. Donc la famille de Lorga, en fait, c'était un peu des réfugiés qui fuyaient la terreur de Sharka, on pourrait dire. Et sur la route, dans leur fuite, en fait, Lorga s'est retrouvé coincé dans des sables mouvants. Ils l'ont laissé derrière. Et Lorga, en fait, a commencé à se noyer dans les sables mouvants, et ce qui l'a sauvé, c'est l'intervention de Muglub. Et Muglub, c'est une entité, c'est le patron de Lorga, puisque Lorga, sa classe, c'est Warlock, c'est occultiste, donc il a un patron. Et Muglub, il faut se dire que voilà, c'est une sorte de créature qui cherche à dissoudre le monde un peu. C'est un peu le patron des gelées ocres, de tous les monstres gélatineux et dissolvants, on va dire. Et Lorga, il connaît pas trop la créature, et la créature lui a demandé, en fait, en échange de l'avoir sauvé, de trouver l'azimut. Lorga sait pas du tout ce que c'est l'azimut, lui, il est juste content de s'être fait sauver par son patron, en fait. Mais il veut en savoir plus sur ce que c'est l'azimut pour payer sa dette, en fait, d'une certaine manière. Et il est un peu fasciné par le truc aussi. Donc il va demander à Raji qu'est-ce que l'azimut, il sait pas ce que c'est. Et Raji, je jette les dés pour savoir si elle le sait, et j'ai fait des coups critiques. D'ailleurs, dans cette partie, il y a eu énormément de coups critiques et d'échecs critiques. Il y en avait pas tellement dans les autres parties, et là il y en a eu plein, mais bon bref. Donc je fais un test d'intelligence pour Raji pour savoir si elle sait. En fait, moi je vais pas nécessairement déterminer à l'avance qui savait quoi sur quoi dans l'univers et tout. C'est juste que là, c'est logique que Raji, qui est une sorcière un peu versée dans l'occulte, elle pourrait savoir. Test d'intelligence, coup critique, je me pose pas la question, elle sait quelque chose. Donc Raji, ce qu'elle lui explique, et la scène était un peu marrante parce que Raji est sous le choc, et donc elle tenait des propos un peu incohérents, ses explications étaient super bizarres. Elle prenait des objets pour représenter les choses et tout. Bref, il y avait une partie humoristique dans la scène. L'information qu'elle donne en bref, au final, c'est que l'azimut, c'est un artefact qui permet de voyager dans l'espace. Donc pas dans les... Enfin, quand on voyage dans l'espace, c'est ce qu'on voyage dans le temps, bref. Wow, on va se calmer, je suis pas physicien. En gros, c'est pas un truc pour voyager entre les plans, mais vraiment pour se déplacer sur de très longues distances. Et pour représenter ça, elle explique avec des pommes et tout, elle essaie d'expliquer comment fonctionne l'espace, et elle dit que ça pourrait permettre d'aller de planète en planète, en fait. Vraiment ce délire-là, quoi. Donc voilà, information quand même intéressante pour l'ami Lorga. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je vais regarder les notes qu'ont prises mes joueurs. Oui, ils savent que le dragon qui a attaqué Tarasco est parti vers le sud, ça c'est une info sûre. Ils savent que les dragons ça court pas les rues et que au mieux les dernières anecdotes de gens qui auraient croisé des dragons et qui pourraient sembler crédibles datent d'il y a une 50aine d'années et que c'était dans les montagnes cramoisies, là d'où viennent la plupart des nains dans la région.
Donc ça, c'est une connaissance que Bauduin a de notre nain Pit Fighter. Et une autre info qu'ils vont apprendre de la part de Calcas, un personnage qui apparaît beaucoup dans cette campagne, c'est que le Baron, qui était un peu l'objet de la plupart des quêtes des PJ jusqu'à maintenant, entre guillemets, des missions qui s'étaient fixées, qui était le tyran de la région et qui a plein de secrets. Le Baron avait plusieurs lieutenants, en fait. Calcas, c'était pas son seul lieutenant, il avait un autre lieutenant qui s'appelle toujours d'ailleurs, Kribal, et qui était un peu un homme de main du Baron qui l'envoyait plus en mission. Là où Calcas, elle, était plus dans la gestion de la troupe, en fait, de tous les soldats du Baron, et de la sécurité. Kribal, c'était plutôt celui qu'on envoyait en OPEX, entre guillemets. Et donc, il se dit, évidemment, que Kribal est peut-être parti chercher la flûte, la fameuse flûte qui intéresse le Baron. C'est ce que les PJ ont appris dans la partie précédente en lisant les journaux intimes du Baron, sa correspondance, qui cherchait une flûte. Fort de toutes ces informations et du fait qu'ils aient vu plutôt les signes d'un dragon sur une charrette abandonnée sur la route, je crois que c'était dans l'épisode 3 de cette série Shadowmarch que je vous relate, avec toutes les informations qu'ils ont, qu'il faut prendre une décision, quoi. Il y a beaucoup de choses différentes qui se profilent. Ils se disent, on va pas accompagner Lyr et toute la troupe qui part vers Calgo. Nous, on va se séparer un peu des gens. Et mine de rien, c'est un peu un bouleversement dans la campagne, parce que jusqu'à maintenant, les PJ ne s'étaient pas retrouvés à 4 quasiment. Ils étaient toujours accompagnés de PNJ, toujours soit dans des villes où il y a plein de PNJ, soit même sur les routes, accompagnés de toute une troupe de suivants, entre guillemets. Là, ils décident vraiment de prendre la route à 4. Ça, c'est assez cool, je trouve. Ça va changer un peu la dynamique et ça va leur faire plus ressentir le risque de leur situation. Donc j'étais assez content qu'ils prennent cette décision. Ils décident d'aller enquêter sur le dragon. En fait, leur objectif, c'est d'en savoir plus sur le dragon, savoir sa localisation exacte, savoir comment on peut le battre, en apprendre plus sur ses intentions. C'est ça leur focus maintenant. Et pour ça, ils veulent retourner à la charrette, dont je parlais avant, mais je divague un peu, à la charrette, où ils avaient vu le signe du dragon dessiné, où ils avaient vu des kobolds, et en fait, ils veulent retourner là-bas pour essayer de trouver les kobolds et les interroger, avoir plus d'infos sur le dragon. Donc a lieu un voyage, du coup. Ils partent de Tarasco, alors que, en disant au revoir à l'autre groupe qui, lui, remonte vers la Motte Noire, je vous montre sur la carte, et s'en va vers Calgo, eux, ils partent ici, à la charrette renversée des kobolds. Donc c'est un voyage qu'ils ont déjà fait, le voyage de Tarasco au camp des Rages Fauchons, donc j'ai décidé de le raccourcir, parce que j'ai pas envie de rejouer 50 000 fois les mêmes choses, mais j'ai quand même fait appel à ma petite mécanique de voyage, et je leur ai décrit qu'en fait, il y avait vraiment... il pleuvait à verse, quoi, il y avait des trompes d'eau, et donc ça fait tomber des arbres, il y a des petites inondations, tout ça, enfin c'est galère. Et du coup, nos héros font un jet, alors c'est Bauduin, je crois, qui fait un jet de sagesse pour guider le groupe dans ce bordel, un jet de sagesse d'intelligence, et avec des avantages, parce qu'ils ont pas de nourriture, pas de vivres, etc. Dans ma mécanique de voyage, s'ils sont pas bien préparés au voyage, ils ont un désavantage pour les jets, pour progresser. Donc comme ils quittent Tarasco où il y avait plus rien, bah, c'est la galère. Donc ils mangent des chaussures et tout, enfin, on a bien rigolé sur leur manière de survivre comme ils pouvaient. Ils font bouillir des vieilles bottes pour se nourrir, et ils se perdent en fait, parce que avec le désavantage, Bauduin, il fait un échec monumental. Et du coup, je décide de taper plus fort que d'habitude là-dessus pour les contraindre un peu, parce que j'ai aussi, et je leur en ai parlé en amont, décidé de commencer à durcir un peu le jeu. Je trouvais que c'était un peu simple. Mécaniquement parlant, au niveau des GD, je trouvais que j'étais pas assez exigeant. Et donc là, je leur ai dit, voilà, tant que vous n'arrivez pas à vous reposer, à bien manger, etc., jusqu'à nouvel ordre, vous avez des avantages à tous vos GD, ce qui est ultra violent, hein. Ultra violent. Quand ils arrivent à la charrette, c'est là qu'il se passe le plus de trucs. Ils enquêtent autour de la charrette. Et là, je dis à Nathias, donc Nathias, c'est l'autre occultiste du groupe qui est amnésique et qui a des visions et tout, et des souvenirs du passé qui sait pas trop qui il est, que quand il revient à la charrette, il se passe un truc super bizarre. Il revoit la scène de l'attaque de la charrette. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que un autre truc qu'ils ont appris à Tarasco, c'est que l'attaque de la charrette, ils l'ont appris, en fait, elle a été attaquée par les Rages Fauchons, c'est Lyr qui leur a dit. Et les chevaliers du Franc-Pays sont intervenus pendant l'attaque, etc. Mais ils en savent pas beaucoup plus. Donc quand Nathias arrive devant la charrette, je lui dis, là t'as une vision, tu revois la nuit de l'attaque de la charrette, en fait t'étais là, et t'as un flash en fait. Vous l'aurez compris, petit à petit, en fait, je redonne des souvenirs à Nathias de manière de plus en plus fréquente. C'est un peu un des personnages au passé émergent que j'aime bien. Et je lui décris ensuite aussi que le cocher, en fait, il y a un vieux qu'ils ont déjà fouillé et tout par le passé, dans la charrette, que le mec est dans la charrette, maintenant il est en état de décomposition, il y a des asticots qui sont en train de lui ronger les entrailles,
d'un seul coup, il tourne la tête, il regarde Nathias et il lui dit « Ah, t'es encore en vie, toi. Tu m'as laissé derrière, enfoiré. » Et pouf, ça s'arrête et il se rend compte que c'est une vision, quoi. Donc Nathias, il est bien perturbé et ça commence à mettre la puce à l'oreille de plus en plus sur les origines de Nathias au PJ. On sait que Nathias a un tatouage de serpent, on sait que Nathias a des flashs où il se voit en train de commettre des crimes affreux. On sait que le baron a un tatouage de serpent. Donc là, les PJ sont pas dupes. Ils décident d'arracher la chemise du cocher pour voir si lui aussi il a un tatouage. Et là, je leur dis, le corps est en train de se faire bouffer par les asticots. Tout ce que ça fait, ça vous dégoûte. Il n'a plus de peau. Mais ils commencent à faire des liens. Malgré tout, leur objectif de base, c'était quand même de retrouver les kobolds. Et donc, vraisemblablement, vu qu'il pleut énormément et que ça fait une dizaine de jours qu'ils sont passés ici, il n'y a plus de traces des kobolds. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est juste, d'après leurs souvenirs, décider de partir à la recherche des kobolds dans la direction dans laquelle ils les avaient vus partir la dernière fois qu'ils les ont vus. Et là, j'ai pas fait de faire de jet de dés parce que là, pour le coup, j'ai été un peu plus. Je me remets en grand écran vite fait. Quand je joue à Shadow Dark, j'essaie d'être vraiment plutôt un arbitre assez neutre, de rester assez sur ce que j'ai préparé, pas modifier ce que je prépare pour que l'univers paraisse consistant et persistant. J'essaie d'être aussi surtout un arbitre en fait. Mais là, j'ai sorti un petit peu la carte Joker du maître de jeu un peu plus facilitateur et qui essaye d'emmener les PJ vers des choses intéressantes. Honnêtement, j'avais pas pensé à l'avance, et d'ailleurs on est en impro là, je rappelle, ils sont allés dans la direction que j'avais pas prévue. J'avais pas pensé qu'ils allaient retourner là-bas, essayer de trouver les kobolds et tout. Donc pour moi, dans l'univers de jeu, il n'y avait pas les kobolds là nécessairement. Et là, je me suis dit, ok, je vais me mettre en casquette plus facilitateur, improvisateur, et je vais dire que ils ont passé tellement de temps et posé tellement d'espoir dans le fait de trouver les kobolds que les kobolds seront bien là. J'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit, c'est pas trop gentil en fait. C'est pas trop gentil dans l'enquête. En fait, en cherchant pas beaucoup plus loin, etc., ils auraient pu trouver les kobolds autrement. Donc j'avais envie que ça avance. Et en plus, je me suis dit, je vais saisir cette perche qui m'est tendue. Les PJ acceptent de se foutre dans la merde en fait. Et ça, c'est bien. Ils savent qu'ils ont plein de désavantages à leur jet et tout. Leurs personnages sont en train de crever de faim et tout. Et ils vont s'approcher de créatures qu'ils pourraient avoir à affronter en fait. Donc je me suis dit, c'est cool. C'est cool, ça va créer une scène pas gratos, quoi, comme info. Et donc, ils ont suivi les traces des kobolds, et ils ont découvert les kobolds. Donc je vous passe un peu l'infiltration, je vous passe les détails. Il y a Merrick qui a fait une première approche du camp kobold en essayant d'utiliser son pouvoir d'alphelin pour être invisible, tout ça. Je vous passe les détails parce qu'on entre dans une partie plus mécanique, tactique et de micro-action des PJ. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils auront essayé de communiquer avec les kobolds, ils les attaquent pas immédiatement. Après avoir tergiversé sur est-ce qu'on y va vraiment ou pas quand même, parce qu'ils étaient pas bien, ils décident d'y aller. En fait, c'est Bauduin qui décide frontalement d'aller voir les kobolds avec Lorga. Et donc, ils découvrent un petit camp kobold où les kobolds en fait se sont fabriqués un four. Et là, encore une fois, c'est complètement de l'impro. D'autant plus que... Attendez, je vais mettre des petits tokens de kobold pour qu'on se représente mieux la situation. Là, c'est... Qu'est-ce que je disais? J'ai fait tomber des trucs par terre. Là, c'est d'autant plus de l'improvisation et en même temps une sorte de coïncidence rigolote. Parce qu'en fait, du coup, j'avais pas prévu la rencontre des kobolds là, j'avais pas prévu que ce serait cette battle map à cet endroit-là et tout. Et en fait, je vois sur une grande battle map, en fait, j'ai une grande battle map ici, je vous montre. C'est une grande battle map avec un énorme terrain, en fait. Et je peux juste, sans devoir à chaque fois aller chercher une nouvelle battle map de terrain et tout, me servir d'une autre partie de la battle map parce que c'est des environnements relativement semblables, c'est les routes, c'est la basse campagne, et faire des focus sur certaines zones. Et en fait, complètement par hasard, honnêtement, je pose les kobolds à côté d'une tête de dragon. Et là, je me dis, ça doit faire partie de l'histoire. Et donc en fait, j'avais pas envie qu'il y ait une tête de dragon spécifiquement, j'avais pas envie de donner de fausses informations au PJ, il n'y a pas de tête de dragon là, mais je leur ai dit qu'ils avaient fabriqué avec de l'argile et tout, en plus il y a une rivière pas loin donc c'est à peu près crédible, un four en tête de dragon et qu'ils étaient en train de se faire du petit pain de viande quoi. Et donc Lorga et l'ami Bauduin arrivent, ils essaient de communiquer avec les kobolds. Problème, ils ne parlent pas le kobold. Donc je leur dis, ok, vous allez faire des jets d'intelligence pour essayer de leur faire votre numéro, pour essayer de leur expliquer un truc. Sachant qu'avant, j'avais fait des jets de réaction, etc., qui disaient que les kobolds n'étaient pas directement agressifs, en fait. Et donc ils disent, ouais, on mime et tout, on essaie de leur expliquer, leur demander, est-ce que vous avez vu le dragon? Est-ce que vous savez où il est et tout? Parce que les PJ savent juste qu'il est au sud. Et ils soupçonnent les kobolds de bosser avec le dragon. Donc ils veulent vraiment savoir où il est, ce qu'ils savent et tout. Et là, donc je rappelle, ils ont des avantages à tous leurs jets de dés. Échec critique. Donc je leur dis que c'est ridicule. D'ailleurs, je décris
à Nathias et à Merrick qui eux avaient pas trop envie d'aller près des kobolds, qui voient de loin en ombre chinoise en fait les grands gestes de Bauduin et Lorga qui essaient de faire l'explication. Leurs grands gestes projetés sur les arbres éclairés par le feu et que c'est tout bonnement ridicule. En fait les kobolds petit à petit, alors qu'ils sont hyper concentrés sur leur représentation, ils encerclent les PJ et au dernier moment il y a un chef kobold à crête rouge qui apparaît derrière, debout sur le four, et ils sont cernés. Donc là le combat commence. Donc je vais pas vous relater tout le combat, ce qu'il faut savoir c'est que c'était pas facile du tout. Parce que, déjà, désavantage à tout léger, mais c'est venu se combiner avec une mécanique spéciale des kobolds. Je vous explique vite fait la mécanique des kobolds. En fait, les kobolds, dans Shadow Dark, ils ont ça d'assez fort qu'ils ont la capacité de dodge. En fait, ça fait qu'une fois par jour, le kobold, il peut décider que l'attaque qui va le toucher le rate. Alors que le kobold n'a qu'un point de vie. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre par là, mathématiquement, c'est que peu importe les dégâts que vous faites contre des kobolds, vous pouvez taper à 2d10 de dégâts, etc. En fait, ce qui compte, c'est de les toucher 2 fois. Et les désavantages au jet de dés, c'est sur les jets d'attaque. Vous devez toucher 2 fois la classe d'armure des kobolds qui est de 13, avec des avantages pour en tuer un seul, peu importe la puissance de votre arme. Donc en fait, c'est ultra pénalisant. Ça aurait été beaucoup plus facile de battre les kobolds avec ne serait-ce qu'une classe d'armure de 14 s'ils avaient eu 3 points de vie en fait. Ou 5 points de vie, ou peut-être même 6 points de vie, parce que vous aurez eu une chance de les one-shot. Là, les kobolds, on peut que les two-shot, en fait. Donc le combat est assez rude, mais les PJ sont assez smart. Déjà, il y a Merrick et Nathias qui arrivent tout de suite, et Nathias, il crie pour attirer un maximum de kobolds pour éviter qu'il y en ait trop sur seulement 2 PJ. Nathias va réussir à en faire fuir un avec le pouvoir de son patron, et il provoque un cauchemar, il le fait fuir. Merrick, lui, il va plutôt utiliser des trucs pour distraire en fait les kobolds, pour donner des avantages aux attaques de ses camarades, pour annuler le désavantage qu'ils ont, pour qu'ils arrivent quand même à se débarrasser des kobolds. Il va aussi utiliser son pouvoir de barde pour les stupéfier à un moment. Et le pire, c'est que moi, j'ai eu quand même pas mal de chance sur des dés, sur les dés, etc. Alors, j'ai pas touché 50 000 fois avec les kobolds, j'ai quand même fait un coup critique. Mais surtout, en fait, leurs jets de morale, je les ai tous réussis. Parce qu'à un moment donné, ils ont tué le chef. C'est Bauduin qui l'a tué. Ils ont tué le chef des kobolds. Donc là, j'ai dit, bah, les kobolds vont faire un jet de morale, on va voir s'ils fuient parce que leur chef est mort. Ils réussissent. Ensuite, ils continuent à tuer des kobolds. Il y en a vraiment plus beaucoup. Je me dis, je vais leur refaire un petit jet de morale quand même. Il y avait genre plus que 2 kobolds, donc ils étaient en infériorité numérique. Ils réussissent encore, donc le combat a duré jusqu'au dernier sang. C'est Bauduin, je crois, qui a jeté l'avant-dernier kobold à l'intérieur du four, tandis que Lorga a neutralisé ce kobold-là, l'a saucissonné, pour pouvoir l'interroger. Donc le combat était cool. Bauduin est passé au ras de tomber inconscient, enfin d'être des 0 points de vie, mais il a une capacité pour se soigner en tapant, donc ça lui donne quand même un certain sustain, une certaine résilience, une capacité à se régénérer, quoi. Donc il a survécu quand même. Et un petit truc aussi que je peux vous dire, c'est que là, pour le combat, j'ai décidé de changer des règles, interlude, changement de règles dans la campagne. Jusqu'à maintenant, première règle qui a changé, jusqu'à maintenant, ils avaient au début de chaque partie 1 des 4 points de chance, aléatoirement. Et je trouvais que c'était beaucoup trop fort. Et que d'une part, en fait, parce que vraiment ça vous permet de relancer, si vous avez de la chance vous pourrez relancer 4 GD dans la partie, donc je trouve que c'est fort en fait, ça bouleverse un peu trop Shadow Dark, donc je suis parti du principe qu'à la place il commence toujours avec 1 point de chance, ce qui est déjà très bien, c'est pas la règle de base de Shadow Dark il me semble. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai fait ça aussi, c'est que en fait le Bard, la classe de Bard permet de redonner des luck tokens, des points de chance aux autres joueurs, et donc en fait le fait que par défaut les joueurs puissent avoir beaucoup de luck tokens, ça enlève entre guillemets de la spécificité, de la plus grande utilité du Bard. Donc il y a ça comme règle qui a changé. Et autre règle que j'ai changée, c'est la gestion de l'initiative. Donc jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu beaucoup de combats, donc en fait, on s'en était pas tellement servi. Mais récemment, je pense que quand vous verrez la vidéo, il y en a une autre où j'en parlais, je m'étais pas mal repenché sur le système de Savage World, auquel je vais pas jouer finalement, mais en fait, je suis vraiment fan dans Savage World du système d'initiative qui utilise des cartes. Et donc, j'ai décidé de mettre en place l'initiative avec des cartes. Donc, interlude système, je vous explique comment je l'ai traduit dans Shadow Dark. En fait, on tire une carte par PJ plus une carte par monstre important ou groupe de monstres, et on joue dans l'ordre du plus fort au plus faible, donc de l'as au 2. Sachant que s'il y a des égalités, et ben on suit la suite logique des cartes par leur force, c'est-à-dire, il me semble, pique, cœur, carreau, trèfle. Donc voilà, ça permet d'avoir très vite l'initiative, et aussi de changer à chaque tour, parce qu'on retire des nouvelles cartes à chaque tour, mais ça va super vite honnêtement. Beaucoup plus vite si vous vouliez changer d'initiative à chaque tour que de demander à chacun de refaire un jet d'initiative et de leur redemander chacun combien ils ont fait et d'écrire l'ordre. Là, moi, devant moi, même si on est à distance, je peux juste poser les cartes, bam, bam,
bam, bam, bam, et hop, là je sais l'initiative. Donc c'est super pratique. Et moi je trouve ça cool que l'initiative change à chaque tour, ça ajoute du chaos au combat, de l'imprévisibilité. Et c'est un double avantage, vraiment parenthèse mécanique, c'est que quand vous savez pas exactement quand va venir votre tour, peut-être que vous êtes un peu plus attentif, je sais pas. Bon là je pense pas que le combat était... Le Shadow Dark fait que les combats traînent pas trop, donc je pense pas qu'on s'endorme trop quand c'est pas notre tour. Je pense que on rejoue assez vite. Mais sur des jeux où les combats sont plus longs, plus granulaires, où il y a beaucoup de mécaniques de combat en fait, et surtout on va pas se le cacher, un des trucs cool de Shadow Dark, c'est qu'il n'y a pas trop de points de vie. Donc on peut tuer les trucs assez vite. Sauf dans cette situation avec les kobolds et les désavantages. Mais chut. Dans des jeux où on a énormément de points de vie, etc., des fois les combats s'étirent de fou, qu'on perd l'attention. Et en fait, le fait de pas savoir quand on va jouer, ou plutôt le fait de savoir quand on va jouer, je trouve, le fait de se dire, ah bah là j'ai joué, c'est sûr, il y a un tour de table entier qui va se faire avant que ce soit à moi de jouer, je pense que inconsciemment, ça peut un peu nous endormir et nous faire nous dire, j'attends juste que ce soit à nouveau mon tour. Là, en fait, vous pouvez jouer et rejouer juste derrière. Vous savez pas trop quand vous allez jouer. Et aussi, vous savez pas, les monstres, ils peuvent jouer 2 fois d'affilée, en fait. S'ils finissent le tour et qu'ils recommencent le tour suivant, les monstres, ils ont un pic de dégâts à un moment donné dans le combat qui est ultra violent. Donc j'adore ce côté chaotique, personnellement. De toute façon, Shadow Dark, c'est un jeu qui repose beaucoup sur le hasard. Et je kiffe tellement ça, en fait, que voilà. Bref, dernier truc sur les cartes, parce que là, elle est longue cette interlude carte. Si les joueurs tirent des jokers, parce qu'il y a des jokers, là c'est les cartes Pathfinder Savage World, c'est pour ça qu'elles sont grosses et illustrées avec des trucs de fantasy, elles sont cool. S'ils tirent un joker, le joueur qui tire le joker déjà peut jouer quand il veut dans le round et interrompre n'importe quelle action de n'importe quel autre PNJ ou PJ, etc. Peut vraiment, voilà, c'est vraiment son tour, mais en plus, il redonne un lock token à tous les autres joueurs. Si c'est les méchants qui l'ont, il se passe rien. J'ai décidé qu'il se passait rien parce que le jeu peut déjà être assez mortel comme ça et tout. C'est pas... Normalement, Savage World, c'est un jeu qui pardonne pas, on peut mourir très vite, mais ça reste un jeu un peu plus pulp. Je sais pas comment dire, les PJ sont un petit peu solides et donc leurs ennemis aussi ont un peu des lock tokens, etc. Enfin, c'est pas le même jeu, quoi. Là, j'avais pas envie de donner davantage aux méchants s'ils ont des jokers. Bref, fermeture de cette parenthèse mécanique. Donc là, on arrive vers la fin de la séance. Les PJ font leur bivouac avec leur kobold otage. Donc là, ce que je me suis dit, pour que ce soit rigolo, c'est d'improviser une petite mécanique vite fait, c'est que pour parler aux kobolds, comme ils connaissent pas la langue, ils passent énormément de temps. Et donc en fait, ils peuvent poser 3 questions aux kobolds, 3 questions auxquelles le kobold ne pourra répondre que pour chacune à un des 4 mots. Donc en gros, les PJ posent leurs questions, ils doivent bien choisir leurs questions. Honnêtement, il n'y avait pas 1 milliard de questions à poser au kobold, donc ça va. Donc, le kobold, il jette... Enfin, moi, je jette le D4, et là, par exemple, j'ai fait 1, et ben à cette question, je ne répondrai qu'avec un mot. Donc c'est tout simple, 3 questions, et s'ils veulent poser plus de questions, qu'ils estiment qu'ils n'ont pas eu la réponse qu'ils voulaient, et ben ça veut dire qu'ils vont y passer la nuit, et qu'ils vont pas avoir leur repos, qui va leur permettre d'arrêter d'avoir des désavantages. Ils s'en sont tenus à 3 questions. Première question... où réside le dragon en fait. Et le kobold a dit le dragon est dans le temple au sud. Donc maintenant ils savent précisément sur la map à quel endroit est le dragon. Ils savaient qu'il était parti au sud, mais son repère aurait pu être aurait pu être à un endroit de la carte qu'il connaissait pas, c'est une chose. Il aurait pu être peut-être dans la caverne du géant, là, dangereux, dont il sert pas grand chose, dans le camp des Rage-Fauchons, au lac de l'oracle. Peut-être le dragon c'était l'oracle en fait. Donc ça les éclaire pas mal. Deuxième question qu'ils ont posée, c'est quel est le nom du dragon? Et le nom du dragon, c'est Karamouil. En fait, je savais que ça allait les faire rire. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. En fait, j'ai un esprit tellement, je vais pas dire mal tourné, mais moi, je suis toujours à la recherche de la petite blague. Donc, honnêtement, il n'y a pas un seul nom de PJ ou de PNJ que je vois où je me dis pas qu'il y a un jeu de mots à faire. Donc, honnêtement, Karamouil, je sais plus comment je l'avais trouvé. Je m'étais fait la réflexion, c'est sûr, ça va les faire rire. C'est caramel. Hein. Je me suis dit, eh bah tant pis. Donc je l'ai gardé du début à la fin, c'est le nom qui était prévu depuis le début de la campagne, et les PJ se sont tapés une barre. Et c'était cool. Et ensuite, du coup, bah, la troisième question, c'était... Je retrouve les notes de mes PJ. Comment faire pour apaiser le dragon, en fait, pour faire en sorte qu'il arrête de détruire la région. Et là, ils ont fait 3 au D4. Et donc j'ai dit... Je pouvais pas faire une phrase très très longue, donc j'ai dit flûte, volet, serpent. Les PJ savent que la flûte, c'est un artefact qui est recherché. Ils savent de base que le dragon cherche un truc qui lui a été volé, que les humains ont mis les pieds là où ils devaient pas. Et serpent, bah, il y a plusieurs interprétations possibles. Là, je regarde la note de mon joueur, c'est
qu'est-ce qu'il a écrit? Voler la flûte aux hommes qui ont le tatouage de serpent, point d'interrogation. Donc ouais, ils ont vu des tatouages de serpent sur le baron, sur Nathias, etc. Donc ils se disent que c'est peut-être les gens qui ont ce tatouage de serpent qui... Alors, voler la flûte aux hommes qui ont un tatouage de serpent. Donc que les hommes qui ont un tatouage de serpent auraient la flûte et il faudrait la voler à ces gens-là pour apaiser le dragon. Bref, là c'était un peu plus libre, enfin il fallait plus interpréter. Une fois que ça s'est fait, il s'est passé dinguerie. C'est là où mes joueurs m'ont plus le surpris. On arrive vers la fin de la séance. Et en fait, ils ont fait plein de petites actions, mais auxquelles je m'attendais pas. En fait, ils ont fait des connexions que je les avais pas vues... Comment dire? Très rapidement, ils ont fait des connexions que j'avais l'impression... Oula, j'arrive pas à formuler cette phrase. J'avais l'impression qu'ils avaient pas du tout les pistes de ces trucs-là. Et d'un seul coup, ils ont commencé à déduire des trucs en 2 temps 3 mouvements. Moi, c'est toujours difficile de me dire à quel stade de compréhension de l'intrigue ils sont. Et là, ils m'ont surpris en vitesse. Ils ont dit, ok, Nathias, il était dans cette charrette. Il a une marque de serpent dans le dos. On a un miroir. Je peux pas vous expliquer les miroirs. Je suis désolé, il faut vraiment regarder les épisodes précédents. Il a un miroir qui lui permet de communiquer avec un mec mystérieux à Pagor. Enfin, le gars de la charrette, là, qui est mort. On l'a retrouvé avec ça. Vu que Nathias, a priori, il connaît ce mec-là, il faudrait que Nathias prenne le miroir pour contacter le mec de Pagor. Enfin bref. Ils ont trouvé le moyen de faire communiquer Nathias avec potentiellement son ancien employeur du passé qu'il a oublié. Je vous spoil, mais en fait on y vient. C'est ça qu'ils vont commencer à capter. Donc Nathias appelle le mec. Moi là je suis un peu en panique de MJ. Déjà que la partie était un peu improvisée, mais jusqu'à maintenant en fait j'étais pas paniqué. Enfin, c'était de l'impro genre classico del Madrido. Là en fait ce qui s'est passé dans ma tête, et je sais pas si vous avez déjà eu ça en tant que MJ, c'est ce moment où en fait vous pensiez qu'un mystère serait découvert hyper tard, et vos joueurs, c'est même pas, ils évoquent la bonne réponse à l'enquête. Des fois, vous faites un scénario d'enquête et minute 1, les joueurs, ils ont compris qui était le méchant. Maintenant, il leur reste à le démontrer. Mais vous frissonnez un peu en vous disant « Oh putain, ils ont déjà deviné ». Là, c'est pire, c'est qu'ils ont moyen, en fait, de short-cutter vraiment, en fait. Ils vont à des infos qui, pour moi, étaient encore d'un niveau assez méta, que j'avais l'impression que c'était des sujets qu'ils n'avaient pas encore bien creusés. Donc là, j'avoue, j'étais pris de court et j'ai été honnête avec eux, je leur ai dit attendez, faut que je regarde mes notes et tout. J'ai même dû réimproviser le nom d'un PNJ parce que le nom du PNJ, je le retrouvais plus, il était dans des notes censées arriver beaucoup plus tard. Bref, ce qui se passe, Nathias appelle l'homme mystérieux barbu. Je fais attention à ce que je dis pour pas spoil, vraiment rester à ce que mes joueurs savent. Il voit déjà physiquement, à travers le miroir quand il le contacte, que c'est pas un vieil homme et qu'il a une barbe bien taillée. Le haut de son visage est caché. Première chose que l'homme dit en voyant Nathias apparaître de l'autre côté du miroir, c'est « Auguin, c'est toi ?» Donc là, en fait, j'ai dit « c'est toi » et j'ai dit à Nathias « Invente ton vrai nom. » Parce que Nathias, c'est un nom qui s'est inventé vu qu'il est amnésique. Donc je dis « Là, tu peux choisir ton vrai nom, en tout cas le nom par lequel t'appelles cet homme. » Et donc il dit « Auguin. » Et donc il dit « Auguin, c'est toi ?» Et l'homme lui demande où est Trevor. Il lui demande un rapport, en fait. Parce que, a priori, il comprend pas que Nathias l'ait pas contacté plus tôt, etc., etc. Nathias Auguin. Il demande où est Trevor, donc les PJ font le lien. Trevor, c'est le mec mort dans la charrette. Nathias répond qu'il est mort, qu'il a été capturé. Et en fait, Nathias, il bafouille un petit peu, et ce qui est compréhensible. Et en fait, moi, je sais qui c'est le mec derrière le miroir. Et donc, à ce moment-là, je réfléchis à toute vitesse à qu'est-ce qu'il va dire, en fait. Enfin, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, le mec derrière le miroir, c'est un... Alors là, si y a des PJ qui écoutent, barrez-vous, c'est pas vraiment du spoiler, mais c'est que, honnêtement, je pense que ça gâcherait un peu le truc que vous entendiez ça, même si c'est pas un gros spoiler. 1, 2, 3, vous êtes plus là. De toute façon, vous savez ce qui se passe à la fin de la partie, les gars. Revenez dans les 5 dernières minutes pour le truc rigolo, si vous voulez. Mais partez. En fait, le mec de l'autre côté du miroir, c'est un méchant de type cerveau. Cerveau, le mec qui tire les ficelles dans l'ombre et tout. Donc je me suis dit à ce moment-là, c'est logique qu'il soit parano. Si Auguin bégaye, qu'il appelle en retard en plus, et qu'en plus le gars à l'autre bout du fil, il a déjà vu Merrick se servir du miroir. Si vous vous souvenez des épisodes précédents, Merrick s'était servi du miroir, et le gars à l'autre bout du fil avait couvert le miroir avec un drap, en mode je suis pas censé être en contact avec vous. Le bad guy là, derrière le miroir, il a des gros soupçons sur Nathias. Donc il pose des questions, et à un moment je lui fais une question piège. Et j'ai été hyper honnête, j'ai voulu rester franc avec ma préparation. J'ai posé une question piège à Nathias, et j'ai dit que le gars à l'autre bout du fil lui demandait « Donne-moi la date exacte du jour où vous avez quitté Pagor pour votre mission. » À ce moment-là, j'ai dit aux joueurs, parce qu'on l'avait pas vraiment déterminé, vous êtes à peu près au milieu du mois d'août, vous les PJ. Vous êtes à peu près au milieu du mois d'août.
Vous savez pas la date exacte, vous avez pas le calendrier. Et t'estimes que tu t'es fait capturer dans la mine. En gros, je lui donne des repères de temps pour qu'il essaye de faire le lien. À partir de quel moment j'ai été amnésique, à partir de quel moment la charrette a pu être attaquée. Et c'est un peu au pifomètre, il a quand même très peu de chances de réussir. Et moi, je note exactement sur le moment la date à qui doit répondre. Et s'il donne la bonne date, ben le méchant va pas... Enfin, en tout cas, va se détendre un peu. Je pense, honnêtement, que même si c'est pas cohérent, parce qu'une seule question pour vérifier l'identité de quelqu'un qu'on soupçonne, c'est pas beaucoup. Je pense que s'il avait eu la chance, littéralement, de tomber sur la bonne date, j'aurais dit, je suis obligé de le récompenser pour ça et de commencer à lui donner plus d'infos plutôt que de lui faire passer un interrogatoire plus complexe. Les chances étaient ultra faibles, il a pas donné la bonne date. Son interlocuteur lui fait « Je sais que vous n'êtes pas Nathias, ou alors que tu es compromis, Nathias, je sais pas ce qui se passe. » Fin de l'entrevue. Nathias dit « Vite !» Je lui montre mon tatouage de serpent dans le dos, pour lui montrer « C'est bien moi, c'est Nathias, j'ai mon serpent dans le dos et tout. » Et je pense que l'homme derrière le miroir est quelqu'un d'intelligent, de cultivé et de paranoïaque, et il dit « N'importe quel doppelganger aurait pu faire ça, ça marche pas avec moi. » Et il raccroche entre guillemets. Et honnêtement, toute cette scène, je m'y attendais pas du tout, c'était complètement ouf. Et c'est un truc que je kiffe vraiment dans la campagne, c'est que les joueurs, ils se souviennent vraiment des informations, ils sont très attentifs, ils prennent des notes, je trouve qu'ils sont très forts. Alors ils participent pas tous au même niveau, ils ont pas tous la même capacité à faire des connexions entre les trucs, il y en a qui ont un peu plus envie d'aller dans l'action, etc. Ils sont pas... Je pense pas tous au même niveau, en mode on kiffe à fond les intrigues. Il y en a qui sont plus là pour le kiff d'explorer, de battre des monstres et même trouver du loot, honnêtement. Mais j'ai été impressionné et surpris. Donc ça, c'est vraiment un kiff. Ensuite, autre truc qui s'est passé, je vais me mettre en plein écran parce qu'il n'y a pas grand chose à voir en fait. Le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a Méric, donc le barde alphelin capuchon agent secret, qui a contacté Kaylor, donc sa hiérarchie. Et je vous passe les détails, mais en gros, Méric lui fait un récap total de la situation. Donc en fait, dans la région, de tendre une main au baron et d'essayer de nous aider, nous, à Pagor, à empêcher la province de Mérismar de s'emparer de la région. Là, le baron est mort, et tu me dis qu'il y a un dragon gigantesque qui attaque, ça rebat toutes les cartes. Méric balance plein d'infos, elle lui dit « Stop, Méric, tu me donnes trop d'infos, je sais que je suis brillante, je suis la chef des capuchons, mais je ne suis pas omnisciente. » Et donc je peux pas te donner d'infos là tout de suite, il va me falloir au moins une semaine pour faire des recherches sur cette histoire de dragon, de serpent, aller contacter les autres agents, aller chercher dans les archives pour te donner plus de grains à moudre. Donc cette entrevue permet d'avoir cette promesse de plus d'informations dans une semaine, mais en soi ne donne pas beaucoup d'informations à notre ami Méric, mais c'est toujours une scène rigolote quand Méric appelle sa hiérarchie, parce qu'en fait il y a ce contraste entre sa chef qui est pragmatique, un peu incisive, un peu maternelle aussi, et Méric qui joue son personnage justement très enfantin et très impressionnable, donc c'est très drôle. Ensuite il y a Nathias qui va mettre Nathias Auguin maintenant, mais il a dit aux autres PJ continuez de m'appeler Nathias, j'ai pas envie de me souvenir de Auguin en fait, de pas savoir qui j'étais avant. Néanmoins, il met quand même le collier qu'ils avaient récupéré chez l'antiquaire de Tarasco. Le collier, qui, lorsqu'on l'enfile, nous permet de nous rappeler du meilleur souvenir de notre vie. Il met ça, et là je dis au PJ, choisis ce que c'est le meilleur souvenir de ta vie. Et apparemment, le joueur de Nathias aime bien que son personnage soit Darkos quand même, hein, parce que il me dit, je pense que c'est la cérémonie où on m'a mis le tatouage de serpent dans le dos, et que je suis entouré par voilà, il y a un cérémoniel. Moi à cela j'ajoute le détail qu'il est dans... que les gens portent des masques de serpents, qui sont pas très nombreux, donc ça a l'air d'être pas une grande cérémonie en grande pompe, mais plutôt un truc un peu occulte. Et que le détail que j'ajoute pour vraiment rendre ça plus creepy, c'est que quand Mathias revient de son souvenir, il a une sorte de doute, et il se dit, c'est pas mon meilleur souvenir, c'est juste que c'est le dernier jour d'innocence de ma vie. À partir de ce jour-là, j'ai eu du sang sur les mains. Donc ça met un peu de tragédie. Et enfin, le dernier truc qui se passe, et qui est énorme, encore une fois où mes joueurs m'ont complètement surpris, ça me fume, c'est l'Orga. Donc l'Orga, je rappelle, l'azimut, tout ça, du début de l'épisode, il veut savoir qui est Muglub, et il a compris que l'azimut, l'artefact qu'il cherche, c'est un truc pour voyager dans l'espace. Et si vous vous souvenez bien, et moi j'avais pas fait le lien, hein, c'est pas des trucs que j'avais prévus du tout. Si vous vous souvenez bien, Bauduin, lui, un de ses objectifs premiers, c'était de trouver un télescope pour le ramener à une petite fille, pour lui en faire un cadeau. L'Orga, lui, ce qu'il s'est dit, c'est j'ai un télescope, la meuf m'a parlé d'un truc pour voyager à travers l'espace, je prends le télescope, je regarde dans l'espace si je trouve Muglub.
Et à ce moment-là, c'était de la pure émergence aussi. Parce que Muglub, c'est un truc qui est hyper loin, potentiellement dans la campagne. D'ailleurs, Lorga, c'est un peu un de ceux qui est le plus loin de chez lui. C'est le seul hobgoblin du groupe dans une région où les hobgoblins sont pas majoritaires. Et en fait, son intrigue, elle est plus lointaine que les autres. Donc je me suis dit, à ce moment-là, faut que tu fasses un truc hyper visuel. En fait, je viens à ce qu'il va découvrir. Ce qu'il a découvert, je l'avais prévu. Mais dans ma tête, le télescope, voilà, c'est pas non plus le télescope dernier cri qui permet de voir à travers l'espace. On reste dans un univers de Medieval Fantasy. Un univers de Medieval Fantasy, me direz-vous, on a des miroirs pour se contacter à distance, faire des face calls quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était juste un télescope classico del Madrido. Et donc, il y avait peu de chances qu'il voit Muglub. Mais là, je me suis dit, allez. Lui dis, tu passes le télescope comme ça dans la nuit pendant que les autres dorment. Oh, tu cherches. Oh là, qu'est-ce que je vais voir? Et là, tu vois un astre, mais qui est pas comme les autres. C'est une énorme boule de chair, de liquide, un truc ultra bizarre, qui te dit « Ouvre-moi la porte, Lorga, trouve l'azimut ». Il voit le truc énorme, plus gros que les planètes à côté, genre « Muglub est en fait une sorte d'énorme exoplanète organique. » Et c'est là que... fin de l'épisode de Shadowmarch. Donc voilà. C'était trop rigolo. Et voilà, c'était un exemple de partie où j'ai dû improviser, en fait. Mais dans le sens où, voilà, j'étais plutôt face à de l'imprévu, mais où j'ai une assez bonne connaissance de mon univers. Donc en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient en fait canon, enfin de base, qui auraient pu être découvertes peut-être d'une manière légèrement différente et tout, mais que j'ai pu vraiment introduire de manière cohérente. Donc c'est pas tellement le fait qu'il soit pas allé dans la direction que j'avais prévu qui a été un challenge, c'est vraiment le fait qu'il soit aussi investi les joueurs en fait et qu'il connecte des trucs, et ça j'ai trop kiffé quoi. Le télescope, je regarde dans l'espace et tout. En fait, peut-être que dans leur tête c'était évident, mais pour moi ça l'était pas du tout, et c'est ça qui m'a le plus surpris. Et ça c'est vraiment très agréable. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que là, probablement, la prochaine fois, ils vont vraiment aller vers le sud, maintenant qu'ils savent où est le dragon. Et ils vont aller plus vers tous les trucs que j'ai préparés. Alors, vous vous doutez bien, c'est pas un gros spoiler, qu'un temple comme ça, c'est une bonne occasion de faire du dungeon crawl, chose qu'on n'a pas encore faite énormément dans la campagne. Et à ça, j'ai prévu beaucoup de choses que vous voyez pas là, mais j'ai déjà mes petits boards de dungeon crawl, tout ça, si jamais on commence à entrer dans ce délire-là. Et j'ai fort hâte, parce qu'en ce moment, c'est un kiff que je découvre de créer des donjons de plus en plus. C'est un plaisir. Dernier truc, je pense que je vais mettre en place les Stars and Wishes dans ma campagne. Alors, je suis pas sûr que je vous les partagerai nécessairement. Et je ferai une autre vidéo pour parler de ce que c'est Star and Wishes une autre fois. La vidéo est assez longue. Merci de m'avoir écouté. C'était peut-être un peu moins mobile, un peu moins visuel, parce que il y avait moins de nouveaux lieux avec des battle maps, etc. à vous montrer. J'espère que c'était cool quand même à suivre. Je vous remercie encore de suivre ce format que j'estime personnellement être un des plus cools en fait que je produis. Je dis pas que c'est un des plus cools sur Internet, hein. Mais je suis quand même fier de ce format que je trouve, j'espère, nourrissant, parce qu'il est très proche de la pratique, sans être dans le spectacle, plus dans l'explication. Donc je pense qu'il y a des choses à en tirer. Merci encore de m'avoir écouté, et à très bientôt pour l'épisode 7 de la Shadowmarch, le prochain épisode. Ciao. Et n'oubliez pas de mettre un petit like et de commenter tout ça, hein. Je vous regarde. Allez, cette fois-ci c'est fini. Au revoir.